Bonsoir à tous. À la une de l'actualité, aux Comores, des manifestants s'opposent à l'entrée de Mayotte à la Commission de l'océan Indien. Il est affiché comme message Mayotte est comorienne et ne sera siégée à la Commission de l'océan Indien comme territoire français. Autre chose également, le chef de la diplomatie nigérienne, Youssouf Maïtama Togar, a été reçu par son homologue nigérien, Bakary Yao Sangare, lors d'une réunion à huis clos, histoire de réchauffer les relations avec Abuja. Une fois de plus, bonsoir à tous et bienvenue. Désigné nouveau médiateur de l'Union africaine dans le conflit qui déchire l'Est de la RDC en remplacement du président angolais João Lourenço le 11 avril dernier, le chef de l'État togolais a effectué sa première visite sur le terrain à Kinshasa, mercredi 16 avril. Dans la capitale congolaise, Fort Gnassingbé a notamment rencontré son homologue Félix Tshisekedi. Suivez. Accompagné de son ministre des Affaires étrangères, Robert Dossé, le président togolais est arrivé à Kinshasa, en République démocratique du Congo, avec peu de retard sur l'heure initialement prévue. Alors que son avion y était attendu pour 15 heures, l'appareil s'est finalement posé vers 16h30 sur le tarmac de l'aéroport de Ndili. Fort Gnassingbé a ensuite directement pris la route de la cité de l'OUA sur les hauteurs de Ngaliema, où se trouvent les bureaux du président congolais Félix Tshisekedi. C'est là que les deux dirigeants ont tenu leur première réunion depuis la nomination officielle de Fort Gnassingbé au poste de médiateur de l'Union africaine dans la crise qui s'écoule depuis près de 3 ans à l'est de la RDC. Selon une source de la présidence congolaise, leur tête-à-tête, dont rien n'a filtré, a duré environ 2 heures sans qu'il ne donne lieu à aucune déclaration à la sortie. La RDC prend acte de cette désignation et nous espérons qu'elle va rapidement mettre fin au cycle de violence dans l'est du pays, s'est-on simplement contenté de faire savoir à Kinshasa. Fort Gnassingbé a ensuite quitté la capitale congolaise dans la soirée, à l'issue d'un déplacement en forme de prise de contact avec un dossier complexe dans lequel il n'est, par ailleurs, plus le seul à offrir ses bons offices. Depuis le mois dernier, en effet, le Qatar, mais aussi la communauté d'Afrique de l'Est et la communauté de développement d'Afrique australe sont rentrés dans la danse. Alors que les deux dernières ont nommé 4 co-facilitateurs pour suivre ce dossier, Doha a réussi à organiser le 18 mars dernier la première rencontre entre les présidents congolais et rwandais depuis plus d'1 an, anime désormais aussi des discussions entre le M23 et le gouvernement congolais. Avant de se rendre en RDC pour inaugurer sa mission, Fort Gnassingbé s'était rendu dans la matinée à Luanda pour y rencontrer son prédécesseur, le président angolais João Lourenço, pour une sorte de passation de témoins entre les deux hommes. Si là encore leur rencontre s'est achevée sans aucune prise de parole, on sait toutefois que la situation dans l'est de la RDC a logiquement été au cœur de leur discussion. Comme annoncé dans le sommaire, en visite officielle à Niamey le 16 avril, le chef de la diplomatie nigérienne, Youssouf Maïtama Togar, a été reçu par son homologue nigérien, Bakary Yao Sangare, lors d'une réunion à huis clos qui a permis de décrisper les relations entre les deux voisins très tendues depuis le coup d'État contre le président Mohamed Bazoum en juillet 2023. Il s'agissait d'ailleurs du premier déplacement au Niger des ministres nigériens depuis le putsch. Suivez. Des relations chaleureuses et amicales marquées par la fraternité et l'amitié. Le ton du communiqué commun publié à l'issue de la rencontre entre le ministre nigérien des Affaires étrangères et son homologue nigérien mercredi 16 avril à Niamey contraste fortement avec la méfiance ouvertement affichée par les autorités nigériennes envers leurs grands voisins du Sud depuis le coup d'État contre le président Mohamed Bazoum en juillet 2023 à la suite du soutien appuyé apporté par Abuja à une intervention militaire contre les putschistes. Si l'on en croit le document, en effet, l'entrevue entre Youssouf Maïtama Togar et Bakary Yao Sangare s'est déroulée dans la ferveur et l'enthousiasme et a permis aux deux pays qui partagent 1500 km de frontières de renouer contact. Même si le Niger a quitté la CEDEAO et la force multinationale mixte chargée de la lutte contre les groupes djihadistes dans le bassin du lac Tchad, les deux dirigeants ont fait part de leur souhait de resserrer les liens entre leurs deux pays dans de nombreux domaines, à commencer par
par l'économie et la sécurité. Redynamisation de la commission mixte nigéro-nigériane de coopération, construction de l'autoroute transsaharienne et du gazoduc transsaharien, question énergétique. Sur le premier point, Niamey et Abuja entendent intensifier leurs échanges qui restent aujourd'hui restreints dans le corridor reliant les États du nord du Nigeria aux régions de Maradi et des Zender dans le sud du Niger, malgré la réouverture de leurs frontières communes. En matière de sécurité, l'un et l'autre affirment également vouloir unir leurs forces pour combattre le terrorisme, question que le Niger considère comme d'autant plus urgente qu'il peine à sécuriser ses pipelines qui sont régulièrement attaquées par des groupes armés, ce qui provoque dans le pays des pénuries de carburant qui le rendent toujours très largement dépendant des approvisionnements extérieurs. Si les deux ministres se sont donné rendez-vous au Nigeria pour une nouvelle visite dont la date n'est pas fixée à ce jour, Youssouf Maïtama Togar n'a en revanche pas pu avoir le général Abdourahmane Tiani à qui il comptait remettre un message du président nigérien Bola Tinubu. En lieu et place, celui-ci l'a transmis au Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zein. À seulement quelques jours du 5e sommet de la Commission de l'océan Indien prévu le 24 avril à Madagascar, la société civile et plusieurs partis politiques comoriens se sont rassemblés ce 17 avril à Moroni sur la place de l'Indépendance. En cause, une possible reconnaissance de Mayotte comme territoire français au sein de l'organisation régionale. Regardons. Pour les manifestants, le message est clair. Mayotte est comorienne et ne saurait siéger à la Commission de l'océan Indien comme territoire français. Une mobilisation en réaction à l'inscription de l'éventuelle entrée de Mayotte à la COI qui réunit Madagascar, l'île Maurice, l'Union des Comores, les Seychelles et la Réunion pour la France à l'ordre du jour du sommet organisé jeudi. Pour l'Élysée, Mayotte peut avoir un rôle central dans le canal du Mozambique. Hors des questions pour Mohamed Manjoin, président du comité Moar, qui milite pour le retour de Mayotte dans l'Union des Comores. Nous ne voulons pas que demain Mayotte intègre la COI sous son propre nom et comme entité distincte, alors que l'île fait déjà partie de l'organisation à travers son appartenance à l'Union des Comores. C'est là, nous le savons tous. Vous savez que nous sommes dans nos droits et quand on a raison, on finit toujours par obtenir gain de cause. Parmi les participants à la mobilisation, l'avocat Ibrahim Alizimba appelle à revoir en profondeur les relations avec Paris en s'inspirant de l'exemple de Maurice face au Royaume-Uni. La diplomatie bilatérale a montré ses limites, affirme-t-il. Il est temps de changer de cap. Mettons fin à cette coopération économique trompeuse. Instaurons uniquement des relations consulaires, fermons l'ambassade française et ses antennes ici et procédons de même avec notre ambassade à Paris. Dans cette organisation régionale, chaque décision requiert l'unanimité. Ainsi, la seule opposition des Comores suffit à bloquer toute tentative d'intégration de Mayotte en tant que territoire français. Autre sujet de débat, la spéculation autour d'une base militaire française à Mayotte. Une rumeur qui s'est répandue sur les réseaux sociaux et que l'ambassade de France à Moroni a démenti fermement, précisant que le gouvernement français n'a pas annoncé la construction d'une nouvelle base militaire navale à Mayotte. De son côté, l'Élysée a annoncé un déplacement d'Emmanuel Macron dans l'océan Indien. Le président français est attendu lundi matin à Mayotte. Il se rendra également à La Réunion, Madagascar et à Maurice. Afin de soutenir une proposition du parti d'opposition UNITA portant sur l'autonomie du Cabinda, les indépendantistes du FLECFAC ont annoncé un cessez-le-feu unilatéral de 2 mois en début de semaine. La trêve, qui court jusqu'au 14 juin à 23 h, a pour objectif de créer les conditions de dialogue concernant l'avenir de cette région enclavée entre le Congo et la RDC avec le gouvernement angolais. Annoncé le lundi 14 avril, la trêve décrétée par le Front de libération de l'enclave de Cabinda
vise à créer les conditions d'un éventuel dialogue entre le mouvement indépendantiste et le gouvernement angolais, ainsi qu'à laisser une chance à l'initiative du parti d'opposition UNITA qui défend l'instauration d'un processus inclusif et pacifique destiné à offrir une autonomie politique et administrative élargie au Cabinda pour y consolider la paix. Parfois contraints d'abandonner leur région à cause de l'instabilité militaire qui persiste dans l'enclave entre les forces armées angolaises et les forces du FLECFAC, les habitants de la province du Cabinda vivent dans la peur, explique ainsi Navit Angola, la vice-présidente du groupe parlementaire UNITA. Reste que s'il conçoit son geste comme un signe de bonne volonté et un point d'entrée pour de possibles négociations plus poussées avec les autorités angolaises, le FLECFAC demeure méfiant. Quand nous parlons aujourd'hui de cessez-le-feu, il est clair que toute violation des territoires que nous occupons pourra faire l'objet d'une légitime défense, prévient ainsi le président du mouvement indépendantiste Emmanuel Nzita, qui affirme par ailleurs tenter de parler avec le gouvernement angolais depuis des décennies. Nous avons nous-mêmes lancé 4 propositions en ce sens, déclare celui-ci. De son côté, le MPLA, le parti au pouvoir, a d'ores et déjà opposé une fin de non-recevoir à cette offre qui n'a aucun sens, avance-t-il. Pour lui, en effet, il n'y a pas de conflit armé au Cabinda. Et enfin, pour finir, le gouvernement californien Gavin Newsom a annoncé le 16 avril depuis la Central Valley, le cœur agricole du Golden State, que son État attaquait en justice l'administration Trump pour ses droits de douane. Le leader démocrate estime que ces taxes imposées par le président américain sont illégales et qu'elles vont coûter des dizaines de milliards de dollars à la Californie. Aucun autre État américain n'importe autant de marchandises que la Californie. Grâce à sa position stratégique sur la côte ouest, ses principaux partenaires commerciaux sont la Chine, le Canada et le Mexique. Le Golden State est également le 10e plus gros exportateur du pays, notamment de produits agricoles, 24 milliards de dollars rien qu'en 2022. La politique douanière de la Maison-Blanche menace par conséquent l'économie locale. Le gouverneur Gavin Newsom tente de négocier avec les partenaires de l'État pour obtenir des droits de douane spécifiques. En parallèle, la Californie poursuit l'administration Trump en justice. Aucun État n'a plus à perdre que la Californie, fustige Gavin Newsom. C'est pour cela que nous nous positionnons au nom de 40 millions d'Américains. Nous nous trouvons à 3000 km de Washington, mais il y a un monde d'écart entre nos valeurs et celles de la Maison-Blanche. Encore une fois, c'est la raison pour laquelle nous allons nous battre. Le démocrate est en première ligne sur ce nouveau front judiciaire. La Californie a déjà attaqué en justice l'actuelle administration une quinzaine de fois cette année, mais jusqu'ici, Gavin Newsom était resté discret. Aujourd'hui, cet ennemi politique de Trump conteste l'usage de la loi d'urgence invoquée par le président pour imposer ses droits de douane. Selon lui, ces mesures doivent être validées par le Congrès. Où est le Congrès? Faites votre travail, a-t-il taclé. Or, de nombreux élus républicains réussis à en assumer la responsabilité, les taxes douanières restant largement impopulaires auprès des Américains. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.